de l'imprimerie est le plus grand événement de l'histoire. L'imprimerie va tuer l'architecture. Maintenant, écoutez très attentivement ce qu'il dit. C'est d'une importance capitale. L'architecture a commencé comme n'importe quel système d'écriture. C'était d'abord un alphabet, une pierre était placée correctement, et c'était une lettre. Plus tard, les mots ont été formés, la pierre a été posée sur la pierre, ces syllabes de granit ont été assemblées, la langue essaya quelques combinaisons. Finalement, ils ont produit des livres, et ils grandirent, se multiplièrent, se croisèrent, devenant de plus en plus complexes. Ainsi, il continue, pendant les 6000 premières années de l'existence du monde, l'architecture était une grande écriture de la race humaine. Ce livre de granit a commencé en Orient, et la dernière page a été écrite au Moyen-Âge. L'architecture, jusqu'au XVe siècle, était l'enregistrement principal de l'humanité. Pendant cette époque, aucun concept d'une quelconque complexité n'est apparu dans le monde sans qu'il n'ait été transformé en un bâtiment. Mais l'imprimerie est arrivée à la Renaissance, et le mot imprimerie, tel un ver, rongeait, aspirait et dévorait ces bâtiments. Alors que l'architecture diminue, l'imprimerie, elle, enfle et grandit. Ainsi, dès le XVIe siècle, l'imprimerie, maintenant développée jusqu'à égaler la stature de l'architecture en déclin, combat et tue son rival. Au moment où le XVIIIe siècle arrive à son terme, la presse a imprimé, a tout détruit. Au XIXe siècle, elle va reconstruire. Ainsi, pour résumer ce que nous avons dit jusqu'ici, l'humanité a 2 livres, 2 disques, 2 testaments, la maçonnerie et l'imprimerie, la Bible de pierre et la Bible de papier. Le passé doit être relu sur ces pages de marbre. Pouvez-vous maintenant voir pourquoi il était peut-être nécessaire pour les conquérants de changer et de réaffecter tant de choses, non seulement pour déstabiliser, détruire et cacher l'entière infrastructure de l'Ancien Monde, mais aussi pour disperser, briser les histoires et récits que ces structures exprimaient silencieusement, pour démanteler leurs témoignages et ensuite réécrire une histoire fabriquée et propager cette information largement à travers le monde par le biais du livre imprimé. Et c'est une notion très dérangeante. La parole, notamment, alors d'abord tu interviens sur ce que tu veux, mais après on parlera de ça parce que tu as fait t'as cité cette comparaison de French Report qui est quand même très intéressante, donc si ça te va, on enchaînera là-dessus parce que rien de tel que les comparaisons historiques. Mais avant de faire ça, je te laisse sujet libre, bien sûr. Oui, alors ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Philippe, si on étend un peu le spectre, c'est qu'il y a eu une première révolution qui était l'écriture anthropologique, hein, puis l'imprimerie, c'était une deuxième révolution anthropologique, et puis aujourd'hui, allez, on va dire le digital, le numérique, qui est la troisième révolution anthropologique, qui est sans doute la plus importante, parce qu'on passe du réel au virtuel, et notre virtuel prend de plus en plus le pas sur notre réel et devient finalement notre réel. Donc au début d'Internet, à la fin des années 80, au début des années 90, c'était un formidable terrain de jeu. Rappelez-vous, on mettait le fameux modem 56K, bien sûr. 56K, mais c'était formidable parce qu'en dépit du fait que la vitesse était très faible, on aspirait tout. Et il n'y avait pas de virus, il y avait tellement peu de gens, etc. Et c'était un terrain de création, de créativité absolument magnifique, Internet. Hein. Et puis, petit à petit, ça s'est régulé. Et ça s'est régulé comment? Ça ne s'est pas régulé, en fait. C'est l'or noir qui a été détourné du monde réel dans le monde virtuel. Et les gens les commerçants divers et variés, disent attends, tout est en train de nous échapper. L'or noir, les exploitants de l'or noir, les gens qui achètent l'or noir, c'est-à-dire les lecteurs, les auditeurs, etc., qui s'informent comme ça, il faut qu'on remette la main dessus, la pub, etc., de telle sorte que même, je dirais, le cinéma aujourd'hui est moribond. Pourquoi? Parce que tous les moyens sont mis sur les séries. On parlait de Game of Thrones, qui est une série absolument extraordinaire, quoi. Je veux dire, il n'y a pas un film, même d'Hollywood ou français ou ce qu'on veut, qui rivalise
en ingéniosité. Et c'est ce que tu disais, je veux pas te couper la parole, mais Game of Thrones, c'est un cas d'école parce que c'est très bien écrit. Donc, si tu disais l'écriture comme première révolution anthropologique, bon, Gérard Martin, il sait écrire, quoi. On peut en parler des heures. Mais... Au fil du temps, parce que ça a aussi accompagné je dirais, le vase communicant des moyens. Au fil des saisons, il y a eu plus de moyens pour les décors, plus de moyens pour les effets spéciaux, pour la lumière, et c'est devenu une série culte parce qu'elle est très bien écrite, très bien tournée, très bien jouée, absolument extraordinaire avec des rebondissements, etc. Et qui est assez maligne pour aller au fond de nous, réveiller notre rapport à Dieu, à la religion, à l'eschatologie, aux guerres, à la culture. Voilà. Il y avait tous les dragons, le monde merveilleux, le monde magnifique, et finalement la lutte contre le bien et le mal. Et c'est de ce point de vue, en plus avec cette modernité qui fait, il y avait juste ce qu'il faut de sexe, juste ce qu'il faut d'amour et de trahison et d'aventure pour finalement nous tenir haletant comme ça devant cette série. Donc, toute cette économie a basculé dans ce monde virtuel. Et donc, aujourd'hui, on ne pourra pas arrêter le tsunami avec des sacs de sable. Donc, oui, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, comprendre dans quel environnement on se trouve. Ne pas faire n'importe quoi. On ne pourra pas arrêter, mais il y a quand même des choses qu'il ne faut pas faire. Ne pas donner ses papiers, sa carte d'identité, etc. À terme, mais ça viendra, on n'est pas encore à ça, je pense que sans être dans la dystopie ou sans faire trop fonctionner notre imagination, ce qui pour nous trois est un peu compliqué, mais je pense qu'on ne va pas être trop loin de l'idée qu'on va inventer nos propres avatars qui seront, qui vont remplacer nos existences de telle sorte qu'on bernera le système. Et à mon avis, c'est toute une industrie qui va se développer. On va se payer les avatars parce qu'on ne pourra pas arrêter le système. Donc, et le dernier point qui me semble capital, que tu as abordé, Idriss, c'est celui de l'éducation au réseau, au comportement, parce qu'on le voit bien, les natifs de l'Internet, etc. Moi, je me souviens, ma fille, elle avait 12 ans. Moi, j'étais là avec mes mains pleines de doigts, et puis j'ai des gros doigts, et essayer d'envoyer des textos sans faute. Elle me parlait tac, 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 tac. Elle avait déjà envoyé la comédie humaine à 3 de ses potes, quoi. J'ai rien compris. Donc, ils sont à l'aise dans ce monde-là. Ils ne sont pas dupes, hein, les enfants. Ils sont beaucoup plus impliqués que nous, beaucoup plus lucides par rapport à... Par définition, plus adaptables. Voilà. Et donc, par définition, c'est leur cerveau qui est fait comme ça. Toi qui connais bien le fonctionnement du cerveau, le cortex, etc., les choses ne sont pas fixes, donc c'est adaptable. Et il y a une capacité à apprendre dans ces années-là qui est infinie. On peut apprendre 7, 8, 10 langues de façon concomitante et les considérer comme des langues maternelles. Passé 18, 20 ans, on a beaucoup plus de mal à apprendre une langue, même si on a un QI de 150, parce que c'est le cerveau qui est fait comme ça. Bon, c'est l'acquis, c'est l'idée, je ne veux pas rentrer dans ces systèmes-là, mais voilà. Donc voilà tous les enjeux. Tu viens de soulever un point très important sur lequel je dois rebondir, c'est certains analystes ou sociologues disent qu'en effet, on est en train d'entrer dans le Daft Punk en tout lieu. C'est-à-dire, tu connais les fondateurs de Daft Punk, donc on connaît leur nom, mais ils ont eu l'intelligence de se mettre un masque et de séparer leur vie publique de leur vie privée, ce qui a eu plein d'avantages pour eux, d'abord en termes de popularité, parce qu'évidemment, c'est souvent en disant une connerie qu'un chanteur ou une chanteuse se fait détester, et puis en termes même de facilité de vivre, parce qu'ils peuvent aller acheter du pain dans la rue tranquillement, alors que ce sont des superstars. Et ce côté Daft Punk en tout lieu, certains disent que ça va arriver en réalité, que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont inauguré eux dans les années 90 et début 2000, ça va devenir une façon de vivre en fait. Par contre, et c'est exactement comme ce que tu disais dans Game of Thrones, puisque Tolkien, qui est un peu l'opposé de Game of Thrones en termes de style, disait toutes les grandes histoires sont sur la mort en fait. Enfin, la mort reste dans Game of Thrones, c'est les morts vivants. T'as des morts vivants aussi dans Tolkien. Et en fait là, on a le bien contre le mal. C'est-à-dire la mort de la liberté versus la vie de la liberté. La mort de l'anonymat versus la vie de l'anonymat. Donc on a ce combat épique qui est en train de se jouer
où et tu vois qu'il remonte même à avant Internet, puisque tu parlais de la comédie humaine, tu parlais de Balzac. C'est très impressionnant de voir que quand tu lis, par exemple, du Dumas, j'adore le Comte de Monte Cristo, mais il te dit, mais c'est super facile de voyager en Europe avec un faux passeport. Bien sûr. Tu vas là et tu fais ton faux passeport, voilà, tranquille. Il y a des pulsions de vie et il y a des pulsions de mort. Et c'est là que je voulais en venir, exactement. Ouais. Voilà, et dans les pulsions de vie, en fait, quand on est dans un univers, par essence fini, on va dire que cet univers est neutre. Hein. Et après, oui, il ne cherche pas à nous amener vers la pulsion de vie ou la pulsion de mort. Voilà, lui, il s'en fout. Nous, de voir qu'est-ce qu'on va actionner. Alors, je prends quelques exemples très rapides pour ne pas monopoliser la parole. On a vu cette euthanasie telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui. On en reparlera. Au début, j'étais plutôt favorable. Je disais, bon, c'est peut-être des aménagements de la loi Claes-Leonetti. Mais tu vois toujours les conséquences. C'est-à-dire, juste après, ils mettent la collecte d'organes et juste après, ils ne font l'apologie de cette loi que dans les pays qui ont un système de retraite par répartition. Comme par hasard, ils ne le font pas aux États-Unis, par exemple. Alors, moi, j'allais y dire, j'ai perdu mon meilleur ami, comme tu le sais, au début juin. Bon, il était dans le sud-ouest de la France. Il était entouré de copains que je ne connaissais pas qui m'ont appelé, parce qu'il avait laissé mon numéro. Peut-être qu'il se sentait, bon voilà, peu importe. Et il me dit, j'ai l'hôpital qui n'arrête pas de m'appeler pour les dons d'organes. Alors, on fait quoi pour les organes? On fait quoi? Comme des promoteurs immobiliers, c'est horrible. Hein. Voilà. Ta rate devient un appartement en viager. Quoi. C'est la vie humaine, alors qu'elle est... tu parlais de la pédophrastie, c'est vachement intéressant. On met en avant toujours des mouvements de vie, des pulsions de vie, pour avoir un corps marchandisable, vendable, remplaçable. C'est la GPA, c'est l'euthanasie, c'est l'antropellung de Dino Buzzati dans le cas Il Colombre en italien, que tu connais bien. Très bonne référence. On sort sur c'est une fête. Chaque année, tout ce qui est inutile, hein, on le met sur le bord de la route, et puis il y a les éboueurs qui passent, qui embarquent, et puis il y a la tourniquette pour faire la vinaigrette, le vieux rocking chair, les fringues qu'on ne veut plus, les bottes qui ne nous vont plus, et puis qu'est-ce qu'on met? On met des vieux aussi, quoi, hein, parce que les vieux, c'est encombrant, ça ne sert plus, etc. Donc voilà, on est dans ces... Et c'est là où la perfidie du macronisme, c'est qu'elle avance, là aussi masquée, mais ce ne sont pas les masques de Daft Punk qui sont beaucoup plus avenants au premier abord, parce que les masques de Daft Punk, ils sont finalement assez neutres, hein. Ils sont lisses, on ne voit pas, c'est des miroirs. Là, c'est des gens souriants, c'est des gens, c'est le loup dans le petit chaperon rouge, hein. Et puis à la fin, tu es dévoré parce que tu es un produit. Tu as parfaitement parfaitement expliqué, parce que je dois te donner la parole aussi sur cette dépêche qu'il faut que tu nous commentes. Mais les loups déguisés en agneau, c'est vrai que c'est le sujet. La pédophrastie, c'est une forme de loup déguisé en agneau. C'est-à-dire, je suis un agneau, je suis là pour protéger vos enfants. Mais dans la vraie vie, pas de bol, les cartes d'identité vont fuiter, les parents, leur adresse, puisque c'est l'adresse de leurs parents, va être publiée sur les réseaux quand les parents se déplacent, etc. Enfin, on voit que les conséquences, c'est pas de bol, mais je suis un loup déguisé en agneau. Tout est magnifique. On rappelle que les Olympiades de 2024, tu fais bien de le préciser, ont été l'objet de surveillance généralisée anticonstitutionnelle, reconnue comme anticonstitutionnelle, avec les caméras dans les rues, etc., et qui avait été annoncée comme temporaire, et comme il n'y a rien de plus permanent qu'une mesure temporaire, sont aujourd'hui devenues la norme entre-temps. Donc c'est parfaitement lié, les Olympiades de 2024, avec le sujet qui nous occupe. Et donc, petit à petit, il y a 3 petits points au milieu avec une barre italique, etc., une barre oblique. Ça bascule et petit à petit, nous nous rendons compte que ces Olympiades, les prestations des athlètes sont pitoyables. Ils font 3 mètres dans le triple saut, ils sont malingres, ils sont chétifs, et on se rend compte, avec horreur, on réalise qu'il s'agit là de camps de concentration. Et donc, c'est une allégorie absolument à la fois terrible et magnifique de ce que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que nous entrons d'un côté par en plus tout le jeu du souvenir, de tout ce qui est intime en nous, puisque l'État vient s'occuper de nos esprits et de nos cerveaux et de nos cœurs et de tout ce que notre intimité. Et donc, en appuyant sur ces ressorts-là intimes, en flattant et en utilisant la protection de l'enfance,
les choses qui sont belles, on finit complètement enfermé. Les plus optimistes et les plus gentils parlent de la grenouille dans l'eau tiède, et on monte le feu et la grenouille crame. Moi, je suis un peu plus radical. Je pense que nous sommes dans un univers, si on se laisse faire, concentrationnaire, puisque si on confie toutes nos vies, nos données, etc., nos papiers, on ne pourra plus en sortir. Parce qu'à terme, évidemment, ce qui est visé, c'est la carte d'identité numérique, avec une espèce de permis à points. Je ne veux plus parler du programme social chinois, parce qu'il est un peu obsolète. Disons une carte à points, où si tu n'es pas à jour d'un PV, si tu n'as pas purgé une peine pour je ne sais quoi, si tu n'as pas payé une amende, si tu es allé sur un site interdit, si tu as dépassé ton quota de viande. Tu peux retirer ton passeport, tu peux même être interdit de sortir du pays. Et tu n'existes pas. Et après les voies de recours, je ne vois plus très bien dans un système concentrationnaire administratif et j'allais dire même techno-administratif, algorithmo-administratif, il n'y a plus aucun moyen de faire valoir tes droits. Voilà, à mon avis, l'enjeu, nos enjeux, vers quoi on est. Alors, il ne faut pas être... L'esprit humain est toujours plus fort que tout ça. On s'en est toujours sorti. Sauf que là, la partie est difficile parce qu'on n'a pas le levier et que nous sommes dans le virtuel et que l'algorithme, il n'a aucun sentiment. Alors, le passage est parfait pour Philippe. En ce moment, on a une tendance à l'open source. Au contraire, donc côté américain, je parle par exemple de cette déclaration d'Elon Musk qui nous dit bientôt on va mettre tout X en open source. Il y a la question aussi des modèles IA qui seraient en open weight, donc on voit les poids neuronaux. D'ailleurs, c'est très important pour éviter la censure sur les modèles d'IA type Claude, etc., qui peut vous empêcher de faire certaines recherches. Et là, quelle est ton opinion sur ces deux forces en fait qui ont l'air de s'opposer? On parlait du bien et du mal, de l'ouverture et de la fermeture. Il y a même eu une pétition, par exemple, pour l'OpenAI qui a fini par être signée par OpenAI, parce qu'on rappelle que OpenAI n'est pas open, hein, c'est bien ce que Elon Musk leur reproche d'ailleurs. Donc OpenAI, c'est ChatGPT, et OpenAI n'est pas du tout open, même s'il a été créé pour être open, puisque quand Elon Musk leur donne plus de 200 millions de dollars, c'est justement pour être open, c'est-à-dire ouvert, transparent, libre et désintéressé. Et là donc, on a Elon Musk qui dit nous on va ouvrir X. Ça avait déjà donné les Twitter Files, qui était un scandale majeur, mais majeur. Je rappelle les bégaiements de Gilles Babinet chez Thinkerview quand on lui demande de parler des Twitter Files. Il dit mais je sais pas ce que c'est. Enfin, on voit vraiment le côté ridicule de ces gens qui se rendaient pas compte que dans Twitter, en fait, à l'époque où ça s'appelait Twitter, il y avait de la manipulation de l'opinion, il y avait de la violation de la liberté d'expression, il y avait de la violation de la vie privée. Et les Twitter Files ont révélé tout ça. Et donc, Elon Musk dit le plus simple, c'est de tout ouvrir. Donc, ces deux forces, parce que tu es toujours concepteur de jeux vidéo, Philippe, donc cette narration, les deux forces, le yin contre le yang, le mal contre le bien, le dragon blanc contre le dragon noir, c'est quelque chose que tu connais parfaitement. Et quel est, selon toi, en quelque sorte, l'état de cette bataille entre les gens qui veulent ouvrir les logiciels et les gens qui veulent les fermer aujourd'hui? Super question. Moi, j'ai un niveau de lecture qui est d'abord financier, extrêmement orienté, très mercantile. On voit aujourd'hui en fait qu'il y a les grands modèles, ce qu'on appelle les modèles frontières, donc ChatGPT, Claude, etc., qui sont des modèles privés qui leur coûtent énormément d'argent à produire sur la méthode américaine, toujours plus de puissance pour aller dans de la profondeur. Et puis en face, on a la Chine qui est un gigantesque développeur de modèles et elle qui a une stratégie de l'open source. Tout ce qu'elle fait, elle le donne. Nonobstant quelques cas particuliers ou de l'ultra-test. Mais sinon, c'est Kimi notamment. Ouais, Kimi 3, GLM 5.2, j'en passe, DeepSeek, qui sont des modèles à la limite de la frontière, c'est-à-dire qui sont vraiment au coude à coude avec les gros modèles américains, mais qui non seulement donc déjà sont open weight, c'est-à-dire prenez-le, faites ce que vous voulez avec, mais en plus... Et du coup, moins censurés pour notre audience, parce qu'on sera plus technique dans l'Octogone Tech qui arrive dans quelques jours, mais pour votre audience, ça veut dire qu'ils sont moins censurés, parce que là, dernièrement, on en reparle dans l'Octogone Tech, mais vous avez des gens qui proposent des jailbreaks, c'est-à-dire des systèmes pour contourner la censure interne des modèles. Donc, ils vont identifier dans les poids des neurones du modèle comme Fable 5, qui est le modèle le plus censuré aujourd'hui, ou même ChatGPT, et ils vous permettent de désinstaller les limitations mentales qui leur ont été installées pour vous bloquer, en fait. Et les Chinois n'ont pas ça. C'est ça qui est complètement fou. C'est-à-dire qu'un Kimi, évidemment, tu lui demandes ce qui s'est passé à Tiananmen, il va te dire « je veux pas répondre ». Il va pas te dire « tout s'est bien passé ». Il va te dire « je ne veux pas répondre ». Ce qui est beaucoup plus honnête. Mais par contre, un Fable 5, tu lui demandes un truc aussi simple que, par exemple, moi je l'ai fait, une infographie sur la vitamine C.
Il va te dire, oh, ça m'a l'air louche ce que tu demandes, je te mets dans un modèle moins puissant parce que tu m'as pas l'air très responsable. Donc, on voit bien, les gens sont pas forcément conscients. Je voulais juste faire cette parenthèse, je te reviens sur la parole, que en fait, on a atteint un niveau où des modèles frontières américains sont plus censurés que les modèles chinois. C'est quand même un autre univers. Vas-y. Et puis surtout, en fait, là, on va vraiment parler de finance 5 minutes. La fameuse bulle IA. Tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y a une bulle, est-ce qu'il n'y a pas une bulle? On a le patron de Mistral qui disait, ce n'est pas une bulle, avec un raisonnement qui tient le coup en disant, en fait, c'est une bulle quand il y a moins de demandes que ce qu'on imagine. Or, aujourd'hui, on a plus de demandes que ce qu'on est capable de fournir. Donc, ce n'est pas une bulle. Ça s'entend. Par contre, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, quand vous faites une requête sur une IA, ça coûte beaucoup plus cher que ce que vous payez. Donc, tous les fournisseurs perdent de l'argent et ils se refinancent sur les marchés et avec des systèmes circulaires où Nvidia, qui fournit la machine, en fait, investit dans son client qui lui rachète. Donc, en fait, ils font tourner l'argent pour faire croire à de la croissance, alors qu'en fait, ils perdent des milliers de milliards. Absolument. Un analyste chinois a estimé que c'est 1,6 000 milliards de dettes cachées qui est dissimulée dans les doubles comptabilités d'Oracle, Nvidia et OpenAI, entre autres. Et dans cette stratégie-là, la Chine, en fait, en mettant ces modèles gratuits, en fait, elle pousse les prix vers le bas et elle empêche en fait la montée des prix américains. Donc, elle les empêche de devenir profitables et elle les contraint à jouer encore plus le marché. Donc là, on a une grosse stratégie géopolitique internationale qui se joue. On a Trump, je crois, il y a 3 jours, qui a dit on va interdire Kimi 3 parce qu'en fait, ça commence à être trop dangereux pour nous. Alors que c'est un open source, tout le monde peut le télécharger, il est dispo, il est libre de droit sur GameFace, etc. GameFace, société française au demeurant, donc bravo. Ah oui, c'est une société française qui a été piratée par OpenAI il n'y a pas longtemps, enfin par un de leurs modèles quand ils avaient. Et vous voyez, c'est le lien avec l'émission, parce que là on parle de modèles d'IA, etc. Mais on voit qu'il y a le même problème, c'est-à-dire la stratégie Maginot. Bon, on sait que la France a toujours utilisé des stratégies Maginot, et au fait, je n'ai pas lâché ce mot dans cette émission, mais là, on est à 1 heure, c'est le moment de le lâcher. Dites-vous bien que le contrôle d'identité en ligne, ça s'appelle une stratégie Maginot. Il n'y a pas de problème. C'est des gens qui ont Maginot dans la tête qui vont inventer ça. Ça ne marchera pas, bien sûr. Mais on voit que la stratégie Maginot, elle tente plein de gens, en fait, Philippe. Et le pire, c'est que les Chinois l'ont utilisé, puisqu'ils avaient un firewall à l'époque, dans les années début 2010. Le grand firewall de Chine, donc la grande muraille de Chine, parce que la stratégie Maginot, littéralement, c'est eux qui l'ont inventé quand même. Et ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Le tissu même de la réaffectation. Sinon, nous continuerons toujours à faire une grande injustice au passé qu'ils ont essayé de détruire. Allez, la première porte est ouverte, et il est temps pour nous de la franchir. Un labyrinthe kaléidoscopique nous attend. Les 2 livres de l'humanité. Et il est temps que nous apprenions à lire. Tenez bon, et je vous retrouve de l'autre côté.